sur Dynamica pour ce nouveau dossier de la semaine avec un auteur qu'on a une joie infinie à recevoir, qui nous a déjà fait l'honneur de nous rendre visite sur plusieurs dossiers, la grande France Guillain. Bonjour France. Bonjour Mathilde. Bon, je le disais, c'est un plaisir non dissimulé à chaque fois que de te recevoir, que de pouvoir voilà, bénéficier de toutes ces années d'expérience, d'études, de recherche, toutes voilà, les conférences que tu as données, les accompagnements que tu as donnés. Donc voilà, c'est un grand plaisir de passer voilà, cette petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près sur ce dossier avec nous, et puis de te retrouver pour le question-réponse la semaine prochaine. Et donc là, le sujet que tu vas aborder aujourd'hui, qui est capital, l'alimentation et le cerveau et l'alimentation, voilà, ce lien entre les deux et le bon fonctionnement de notre voilà, de ce qui se passe là-haut. On va t'écouter, on va boire tes paroles. Bien, eh bien, nous allons donc parler du cerveau. Quand on parle de cerveau, on parle aussi d'intelligence, forcément. Et le cerveau, c'est ce que nous avons de plus précieux. Parce que si on peut avoir un corps magnifique, tout ce qu'on veut, si le cerveau ne fonctionne pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il est extrêmement important de comprendre ce que c'est qu'un cerveau. Dans le monde, il y a deux attitudes scientifiques opposées, dont l'une est rétrécie peu à peu. Eh bien, vous avez une partie des chercheurs qui pensent que c'est le cerveau qui produit la pensée. Oui. Donc, c'est le cerveau qui est intelligent, qui produit la pensée. Et puis, ça, c'est partagé quand même essentiellement par les pays les plus développés. C'est une vision très matérialiste. Ils pensent que c'est le cerveau qui produit la pensée. Mais même dans les pays matérialistes, c'est-à-dire très développés au niveau industriel, etc., comme l'Europe, l'Amérique et tout ça, bien même dans ces pays-là, il y a quand même la moitié des chercheurs qui pensent que ce n'est pas le cerveau qui produit la pensée. Ceux qui pensent que le cerveau produit la pensée trouveraient normal de nous mettre une puce dans le cerveau pour avoir plus de production de pensée. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Considérer le cerveau comme une mécanique permet de lui mettre une puce. Exactement comme un corps qui aurait une jambe paralysée, on lui met une puce pour activer la jambe et tout va très bien. Voilà. Ça, c'est une vision. Cette vision est accompagnée d'une croyance dans beaucoup, surtout dans les pays développés, que l'intelligence est quelque chose comme un don qu'une fée nous aurait donné à la naissance, mais qu'on peut naître bête, on peut naître incapable de réfléchir, on peut même naître tellement bête qu'on n'arrive ni à parler, ni à faire quoi que ce soit. Vous avez sûrement déjà vu certains enfants qui ne peuvent ni parler, ni reproduire aucun son qu'on leur apprend. Pourtant, ils sont extrêmement intelligents. Et les élèves, les gens qui vivent avec eux, leurs parents, disent, mais je sais qu'il comprend tout, et qu'il comprend même bien plus que ce que nous imaginons. Mais on les regarde avec condescendance en disant, ils se consolent comme ils peuvent. Mais en réalité, ils ont une intelligence extrêmement développée. Donc, ce qu'on peut exprimer de son intelligence par des mots n'est pas en corrélation directe avec ce que nous pensons vraiment. C'est une infime partie. C'est aussi le cas des personnes Alzheimer. Les personnes Alzheimer, elles ont la même intelligence qu'avant d'être Alzheimer. Rien n'a changé. Simplement, elles n'ont pas la possibilité de l'exprimer. C'est pour ça que de temps en temps, elles se mettent en colère quand on les regarde comme des demeurés. C'est extrêmement important d'avoir conscience de ça. On peut avoir été très mauvais à l'école, toute sa scolarité, et être très intelligent. Bien sûr. Parce que l'école réduit l'intelligence à la réussite scolaire.
La réussite scolaire, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne mémoire et une bonne capacité de reproduire ce qu'on a retenu. C'est rien d'autre. On peut aller comme ça jusqu'au bac, on peut faire un bac plus 10 sans problème. Moi, je me souviens d'un ingénieur de Polytechnique à Tahiti. Il est arrivé très fier et il a vu qu'il y avait une rivière très large à certains moments de l'année qui était surmontée d'un pont. Pour franchir ce pont, il fallait monter un escalier qui faisait 12 mètres de haut, un escalier en bois, marcher sur la passerelle, redescendre un escalier de 12 mètres de haut. Donc on pouvait circuler, on pouvait traverser la rivière ni à vélo, ni en voiture, rien du tout. Et il a décidé de faire un pont comme à Paris, parce qu'il avait fait ses études à Paris. Donc Paris, c'est quand même le centre du monde. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, il faut quand même savoir. Donc, il a construit un pont comme à Paris. Les Tahitiens lui ont dit, en fait, ça ne va pas. Quand l'eau va dévaler, quand il va y avoir une crue, mais le pont, il va exploser. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un pont comme à Paris, c'est solide. Évidemment, la première crue, le plomb est parti en miettes. Alors après, il a eu une autre idée intelligente, parce que les Tahitiens lui disaient, mais tu sais, quand la rivière vraiment grossit, elle monte de 3, 4, 5, 6 mètres, elle transporte des pierres énormes qui font 1 mètre de haut et qui peuvent casser le pont. Oh, mais c'est pas grave, non, mais moi je connais, vous savez, vous ne connaissez pas les bons matériaux comme à Paris. Et il a fait un radier, c'est-à-dire un pont qui était au ras de l'eau. Comme ça, il a dit, les pierres vont passer par-dessus. Mais bien évidemment, les pierres ont réduit en miettes le deuxième pont. Et ce n'est que, à la suite de tout ça, que la route est montée progressivement, le pont est passé à 12 mètres et elle est redescendue comme il faut. Vous imaginez ce que ça a coûté comme argent, tout ça, au pays? Mais c'est hallucinant. Oui. Donc, voilà un exemple de quelqu'un qui a fait Polytechnique, ingénieur, et qui n'est pas intelligent du tout. Il a juste été bon à l'école. Oui, oui, retranscrire ce qu'on lui a appris, mais sans avoir ce sens de l'observation qui se passait l'environnement autour de lui. Et même pas avoir l'humilité d'écouter les gens du pays. Oui, en plus. C'est vrai. Donc, voilà, un exemple. On a plein d'exemples en tête, là, qui nous viennent. Voilà, notre tête, c'est comme un poste de télévision. Notre cerveau, c'est comme un poste de télévision avec des milliers de petits canaux que nous avons dès la naissance. Ces petits canaux peuvent être ouverts, amplifiés, quelquefois tellement surdéveloppés pour certains que ça va être au détriment du reste des capacités du cerveau. Quand on surdéveloppe son cerveau, par exemple, il y a un monsieur qu'on appelle Inaudi, enfin, qui s'appelle Inaudi, c'est son nom. Inaudi était un homme capable de faire des calculs extraordinaires, comme une calculatrice, avec autant de précision qu'une calculatrice, et à la vite, encore, je dirais, presque plus rapidement qu'une calculatrice. Mais des calculs les plus fous. Mais il ne savait faire que ça. Il n'avait aucun bon sens, aucune autre capacité, et ça, il avait dû s'amuser tout petit à compter beaucoup, parce que le comptage, c'est la première capacité du cerveau. Nous faisons les 4 opérations dans le ventre de notre mère dès les premières semaines de conception. En 8 semaines, le cerveau est entier, et à partir de ce moment-là, il compte sans arrêt. Il fait des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, il compte tout le temps. C'est pour ça que quand quelqu'un a un AVC, par exemple, pour le rééduquer, la première chose qu'on va utiliser, c'est le comptage. On va le faire compter. Or, avec les calculatrices, les gens comptent de moins en moins. Et ils diminuent leur possibilité de récupération après un AVC. Il faut le savoir, ça. Mais c'est hyper intéressant, hyper intéressant. J'avais entendu, mais peut-être que peut-être que tu vas en parler, mais qu'en fait, la zone aussi où les calculs se faisaient, elle était liée à l'environnement et à la position dans l'espace. Et c'est pour ça que les petits garçons, souvent, qui étaient plus à même à jouer dehors et à se positionner dans les jeux football, etc., étaient parfois meilleurs que des petites filles qu'on mettait tout de suite avec un livre parce que non, dehors, c'est pas fait pour elle, ou ça te parle, ça? Non, c'est pas moi qui t'ai dit ça. Non, c'est pas, non.
mais c'est tout à fait possible. D'accord. Ça a du sens. Okay. Ça a du sens. Et d'ailleurs, c'est amusant ce que tu dis parce que ça me fait penser qu'en Polynésie, où les enfants, ça Françoise Dolto l'a bien souligné dans ses livres, garçons et filles étaient élevés exactement de la même manière. Les filles avaient le droit de grimper dans les arbres comme les garçons, de plonger dans la mer comme les garçons, d'aller courir dans les bois comme les garçons. Il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons. Et effectivement, les Tahitiennes ont été parmi les gens, disons qu'on dit français, parce que les Tahitiens ne sont pas vraiment français, c'est un pays d'outre-mer. Eh bien, parmi les premières à être médecin, à être mécanicien, à avoir des métiers aussi bien d'hommes que de femmes. Moi, une de mes nièces est mécanicienne. Elle répare des voitures et elle adore ça. Moi, quand j'étais enfant, je faisais, enfin à 10 ans, 12 ans, je faisais des modèles réduits d'avions. Je faisais de la mécanique avec mon père. C'est-à-dire que j'apprenais à m'occuper d'un moteur de voiture, etc. Il n'y avait pas de différence entre les garçons et les filles. Les garçons font aussi bien la cuisine que les filles. Oui. Mais c'est intéressant de voir que ça ne développe pas les mêmes zones du cerveau. Dans la physiologie, au-delà de l'éducation, oui. Ça ne stimule pas les mêmes zones. Et c'est ce que tu disais à l'instant avec le calcul. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là. Pour recouvrir d'un AVC, par exemple, le fait de pratiquer des calculs, ça aide, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort tout de suite son téléphone ou sa calculatrice. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous disais là. C'est très important, parce que ça fait partie de cette alimentation du cerveau. C'est très, très important, cette chose-là. Et donc, d'ailleurs, je pense que les enfants maoris ont les deux cerveaux très bien développés. Il n'y en a pas un développé au détriment de l'autre. Alors que... les deux cerveaux, hémisphère droite et gauche ou cerveau et intestin? Non, le cerveau droit et gauche. Droit et gauche, ok. C'est-à-dire aussi bien le cerveau spatio-temporel et créatif que le cerveau intellectuel et celui qui compte, le cerveau que je pourrais appeler un peu mesquin, celui qui voit les défauts, qui voit les choses qui ne vont pas, qui est indispensable parce que ça nous permet d'éviter des problèmes. Mais si vous lisez Gilles... comment s'appelle, Gilles Bolte-Taylor, Bolte, B-O-L-T-E, Taylor, qui a écrit Voyage à l'intérieur de mon cerveau. Elle a eu un AVC et elle a dit sa difficulté à revenir dans la vie des êtres humains en réactivant son cerveau gauche, parce que elle, c'est son cerveau gauche qui s'est éteint pendant quelque temps, et son cerveau droit la rendait tellement heureuse. C'est là qu'il y a la bonté, l'empathie, l'amour, l'art, toutes les belles choses de la vie. Et puis le cerveau gauche, c'est ce qu'elle appelle le cerveau mesquin. C'est celui qui compte, qui regarde ses sous, qui vérifie qu'on ne l'a pas volé, etc., qui voit les défauts des autres, enfin voilà. Et elle trouvait horrible, pendant qu'elle était malade, elle trouvait horrible son cerveau gauche parce qu'elle le trouvait insupportable et elle a dit qu'elle comprenait que certaines personnes ne veuillent pas revenir à la normale. Il y a des gens qui vont rester dans leur cerveau droit tellement ils détestent leur cerveau gauche. Mais c'est le cerveau des apprentissages. C'est le cerveau qui permet de lire, d'écrire, de parler, etc. Donc, il est très important. Et donc... vous voyez qu'on a ces deux cerveaux. Sachez quand même que si on en perd la moitié du cerveau, eh bien, on peut quand même récupérer les fonctions du cerveau gauche dans le cerveau droit, par exemple. L'inverse, récupérer. Parce qu'on l'a vu, il y a des gens à qui on a enlevé la moitié du cerveau et ils ont récupéré, au bout d'un certain temps, toutes les fonctions de l'autre côté. Vous voyez la merveille du cerveau, c'est que ce n'est même pas figé. On ne peut même pas dire... On ne peut même pas dire que si on a certaines zones du cerveau détruites, parce que c'est la partie qui concerne, par exemple, tout ce qu'on sait en histoire, elle est détruite complètement, et bien on peut le récupérer avec le temps ailleurs, dans une autre partie du cerveau. Et ça, c'est génial. Mais oui. Donc, vous voyez que ça vous montre bien que le cerveau est un récepteur et que nos connaissances, elles ne sont pas stockées là-dedans. Elles sont en dehors. Et nous sommes en lien avec l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si les grandes découvertes en sciences, en philosophie, etc., se font simultanément dans plusieurs points du globe au même moment. Oui, c'est vrai. Oui. C'est parce que cette
information circule autour de nous, autour de la Terre, et que ceux qui ont les canaux ouverts à ce moment-là, hop, ils captent l'information. Vous voyez ? Oui, c'est vrai que dans des grandes civilisations très anciennes, il y a eu des avancées architecturales notamment qui ont été faites simultanément alors qu'elles étaient aux antipodes. C'est vrai qu'on peut dire des choses comme ça. C'est extrêmement intéressant. Ça vous montre bien que notre cerveau, c'est une boîte, c'est un moteur, qui est un capteur qui va capter. Alors sachez que vous pouvez avoir été très nul à l'école. Vous pouvez avoir été regardé comme quelqu'un de bête par les instituteurs, mais ça changera d'ici quelque temps. Parce que notre époque, nos 4 années, nous montrent bien que l'intelligence, ce n'est pas la réussite scolaire. Là, ces 4 années nous le font toucher du doigt au maximum, parce que ceux qui comprennent ce qui se passe massivement sont ceux qui ont le moins été à l'école. Ce sont ceux qui n'ont pas été trop formatés, dont le cerveau est resté ouvert à beaucoup de choses. C'est très important ce que je vous dis là. Pour vous donner un exemple aussi de déformation du cerveau par les apprentissages, moi, j'ai connu un professeur Leibovitz, qui est un professeur qui a travaillé sur le sida, qui a fait partie des découvreurs des remèdes dits du sida. Eh bien, ce professeur Leibovitz, qui était vraiment un chercheur de très très haut niveau, au niveau international, n'a jamais compris le lien entre la santé et l'alimentation. Il ne l'a jamais admis. Une petite souris le comprend, mais un grand professeur qui a surdéveloppé des zones du cerveau a étouffé les autres zones et a perdu le bon sens. Vous voyez, c'est très important ce que je vous explique là. Oui, comme ton polytechnicien qui est resté bloqué sur son pont sans regarder ce qui se passait autour. Exactement. Oui. C'est très important d'avoir cette conscience. Donc, notre intelligence, elle va et elle vient. Si on est très stressé, elle devient complètement stupide. Tous les canaux se bouchent. Enfin, on ferme tout parce qu'on est obsédé par un point précis. À l'inverse, on peut avoir été incapable de passer son certificat d'études à l'âge de 20 ans, non, de 10 ans ou 12 ans ou 15 ans, je ne sais plus, et passer son bac à 80 ans. Oui, c'est vrai. L'intelligence ne diminue pas avec les années, la mémoire ne diminue pas avec les années. Très important ce que je vous dis là. La mémoire ne diminue pas avec les années, elle ne peut qu'augmenter avec les années. Parce qu'on engrange de plus en plus de choses. Et je ne suis pas la seule à le dire, tous les grands spécialistes du cerveau vous le disent aujourd'hui. Il n'y a aucun doute là-dessus, la mémoire ne fait que croître toute la vie. La différence, alors vous allez me dire, mais un enfant de 3 ans, vous lui dites paradichlorobenzène, et une semaine après, il vous dit paradichlorobenzène. Il a une mémoire extraordinaire, bien meilleure mémoire que nous. Eh bien, c'est faux. Parce que l'enfant de 3 ans, à qui on a dit paradichlorobenzène, on le sait maintenant grâce à l'imagerie cérébrale, il va répéter paradichlorobenzène pendant 1 semaine dans sa tête. Et c'est grâce à cette répétition qu'il va pouvoir le dire. Parce que l'enfant de 3 ans, il n'a pas besoin de gagner sa vie. Il n'a pas besoin de gérer les problèmes entre les gens, les problèmes familiaux. Il n'a rien d'autre à faire que de retenir, pratiquement. Puisqu'il est en pleine période d'apprentissage. Et donc, il peut répéter 10 000 fois la même chose et vous le ressortir facilement sans problème. Le même enfant de 3 ou 4 ans, vous le faites travailler dans une mine, à pousser un petit chariot. Ça existe, les enfants de 4 ans qui poussent des chariots dans les mines pour faire les belles voitures électriques françaises. Eh bien, cet enfant de 4 ans, il ne peut même pas apprendre à parler. Parce que toute son intelligence est concentrée sur ne pas renverser le chariot et ne pas se faire battre. Ne pas se faire punir. Donc, il ne peut pas. On a vu le cas avec les enfants de Roumanie. Moi, je l'ai vu dans l'école où j'étais à un moment. Des enfants de Roumanie qui arrivaient, qui ne savaient pas un mot, qui ne savaient pas parler, rien du tout. Quand ils se sont retrouvés dans un milieu où ils étaient aimés, bien nourris et puis choyés, eh bien, ces enfants-là sont devenus plus intelligents que les autres, alors qu'ils avaient l'air débiles. C'était des enfants qui se tapaient la tête contre le mur et tout, qui avaient l'air totalement débiles. Ils ne réagissaient à rien.
Et bien, 2-3 ans après, c'était des enfants extrêmement intelligents. Oui, on est interconnectés, on est notre environnement. Donc, c'est important de Ça rappeler. va même au-delà de l'environnement. Oui, oui, quand je dis Oui, environnement, c'est c'est vraiment tout ce qui entoure, mais c'est l'environnement voilà. émotionnel, Oui, humain, social. Enfin, c'est pas, je parle pas ouais, environnement même de la maison hein, ou bien de sûr. lieu. C'est ouais, au sens large. Bien Voilà. sûr. Oui, oui, Et l'alimentation va représenter toute la partie mécanique du fonctionnement de ce cerveau. oui. Ça, c'est très, très important. J'ai vu arriver un jour en stage chez moi une dame mince, très, très Galerie Lafayette. Vous savez, les dessins qui représentent les femmes Galerie Lafayette, Ah elles oui, ont une taille très fine, elles ont les épaules bien larges, elles ont un physique très particulier, les femmes de oui, Galerie Lafayette. Hein. oui. Eh bien, elle était parfaitement comme ça, et c'était une acheteuse pour les Galeries Lafayette. Donc, elle était bien dans le style qu'elle représentait, complètement. Et cette dame était venue faire un stage sur le cerveau et la mémoire parce qu'elle avait un gros problème, c'est qu'elle avait de plus en plus de trous de mémoire. Ça devenait un gros problème parce qu'elle rencontrait énormément de gens avec qui elle devait discuter, etc. Et elle avait des trous de mémoire de plus en plus fréquents. Elle risquait de perdre son travail. Elle avait 55 ans. Elle avait encore 10 années devant elle d'exercice et elle sentait qu'elle risquait de perdre son travail à cause de ça parce qu'elle faisait de grosses gaffes. Elle vient donc elle se rend compte que c'est son cerveau qui ne fonctionne pas bien. Je m'aperçois que cette dame ne consommait jamais d'huile pour ne pas grossir. C'est pour ça qu'elle était toute mince, etc., etc. Elle consommait jamais d'huile, elle ne consommait pas de graines oléagineuses parce qu'il y a du gras. Elle mangeait très peu de fruits parce que il y a du sucre. Elle mangeait jamais de légumineuses parce que ça fait grossir, etc., etc. Elle se privait de toute l'alimentation indispensable au cerveau. Je peux vous dire qu'en 5 jours de stage, elle a senti son cerveau qui changeait. Oui. Oui. Elle n'a pas grossi. Elle n'a pas grossi. Elle est revenue faire un deuxième stage après. Vraiment, à chaque fois que je la rencontre, elle me dit: tu m'as sauvé ma vie. Mais oui. Parce qu'elle partait vers la dégradation du cerveau. C'est-à-dire qu'elle aurait eu vraiment des maladies du cerveau très jeune. Oui, oui, oui. Sachant que le cerveau consomme, je crois que c'est plus énormément d'huile. Oui, d'huile, d'énergie du corps. Je crois que c'est près de 20 ou 25%, je crois, d'énergie qui est consacrée au fonctionnement du cerveau. Donc, il faut qu'il y ait du carburant. Alors, sachez que le cerveau, c'est 2% du poids du corps et il mange 20% de ce qu'il y a dans votre assiette. Il consomme 20% de votre verre, il consomme à lui tout seul 20% de tout ce qui rentre dans le corps. 20% alors qu'il, lui, ne représente que 2% du poids du corps. C'est extrêmement important. Mais oui. Alors, ça vraiment, il faut bien en avoir conscience. Et pour le nourrir, il y a un livre du docteur Jean-Marie Bourg qui s'appelle La diététique du cerveau. Le dernier s'appelle d'ailleurs La nouvelle diététique du cerveau. Il existe en pocket, donc pas cher, chez Odile Jacob. Il fait le détail de toutes les vitamines, de tous les sels minéraux, des huiles et de tout ce que nous devons absorber. Eh bien, sachez que c'est exactement le miam aux fruits, le miam aux 5 de la méthode, que vous avez en description gratuite totale sur mon site baindérivatif.fr, que vous avez dans mes livres, que vous avez partout, que vous avez sur Internet, que vous avez sur ma page Facebook gratuitement. On a remis les liens aussi. Vraiment, vous y avez accès complètement gratuitement. Vous n'avez pas besoin d'acheter de livres. Si vous achetez des livres, c'est un petit luxe que vous offrez en plus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous avez accès à toute cette information parce que tout ce qu'il décrit, c'est exactement, à chaque fois, il cite tous les aliments qui correspondent et à chaque fois, vous retrouvez le miam aux fruits, le miam aux 5, le miam aux fruits, le miam aux 5, tout au long. C'est très important ce que je vous dis là. Je recommande 6 cuillères à soupe d'huile par jour. Le docteur Jean-Marie Bourg dit, pour les gens qui... Parce que dans ma méthode, on mange très raisonnablement, pas beaucoup, des produits les plus chers, qui sont la viande et les produits laitiers. C'est ce qu'on mange en moins grande quantité.
Mais par contre, on mange des graines oléagineuses, on a des bonnes huiles, on a beaucoup de légumes, on a beaucoup de fruits, etc. Donc, c'est une alimentation qui donne beaucoup de vitamines, de sels minéraux, de bonnes choses, beaucoup de crus, etc. Mais tout en ayant la partie du cuit, qui est la partie de la civilisation, qui est très importante, qui est la partie, le cuit, c'est toute la culture. Donc, c'est très important le cuit. Mais c'est tout l'échange entre les gens et tout, c'est extrêmement important. Mais le Miamo fruit de Miamo 5 représente exactement tout ce dont notre cerveau a besoin, complètement. Et Jean-Marie Bourg, il parle à des gens qui mangent supermarché et qui mangent beaucoup de viande, qui mangent beaucoup de produits laitiers et des choses comme ça. Donc, à ces gens-là, il recommande 8 à 10 cuillères à soupe d'huile par jour. Mais vous vous rendez compte? 8 à 10 cuillères à soupe d'huile par jour. Mais oui, quand on a diabolisé le gras pendant des années. Voilà, parce qu'ils mangent trop de produits gras animaux, et quand on mange trop de produits gras animaux, le corps fixe d'abord les produits gras animaux, et ensuite il va fixer les produits végétaux. Tandis que nous consommons, dans le Miamo fruit par exemple, nous n'avons que du végétal, et dans le Miamo 5, nous avons une petite quantité de produits animaux. Et du coup, notre corps a besoin que de 6 cuillères à soupe d'huile à ce moment-là, mais de l'huile crue qui n'a pas été chauffée. Ça, c'est très important. C'est bien que tu reprécises. Et première huile et huile, hein. Entendons-nous bien. Alors, ce sont des cuillères de 10 millilitres. Ce n'est pas les cuillères profondes de nos arrière-grand-mères. Ce sont des cuillères à soupe modernes. Les cuillères à soupe modernes font 10 millilitres, donc ça nous fait 60 millilitres pour la journée. Et les huiles excellentes sont l'huile de colza, qui nous apporte les oméga 3. Si vous détestez l'huile de colza, prenez de l'huile de chanvre, par exemple, mais elle est beaucoup plus chère. Mais l'huile de colza, c'est vraiment très très bien. Il y a 2 marques qui sont particulièrement délicieuses et excellentes. C'est Vigan, que vous trouvez un peu partout. Ils sont producteurs. Et puis Huile Lorraine, qui est pas producteur, mais qui est sélectionneur. Huile Lorraine, Huilorruine, que vous trouvez dans les magasins où elle est conservée au frais, parce que l'huile, toutes les huiles doivent être conservées à jamais plus de 18 degrés. Oui. Très, très important. Dans des caves à vin, dans une cave. Enfin. Et quand on ouvre la bouteille, on la met dans le frigo pour s'en servir. Oui. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, moi, les huiles que je recommande sont, et qui nous permettent d'avoir un budget correct, c'est colza, 2 cuillères à soupe, olive, 2 cuillères à soupe. Alors, colza pour les oméga 3, pour le cerveau, pour simplifier. Olive, anti-cancer, très importante aussi, et importante aussi pour le cerveau. Sésame pour le calcium. Et puis, pépins de courge pour protéger les ovaires, la vessie et la prostate. Voilà, ça c'est vraiment les 6 cuillères d'huile. Voilà. Si vous n'avez pas les moyens pour l'huile de pépins de courge, c'est pas grave, mettez un peu plus d'huile d'olive, par exemple. Oui. Vous voyez, mais c'est bien de varier entre ces 4, c'est ce que tu penses. Les 4 tous les jours, c'est super. Ça, c'est vraiment parfait. Et vraiment, parce que sachez que une membrane cellulaire de votre cerveau, vous la mettez à plat, vous l'étalez sur le sol, elle couvre un court de tennis. Elle est hyper fine, mais elle couvre un court de tennis. Elle est faite à 60% de gras. Et notre cerveau a besoin de sucre et de gras ensemble. Il a besoin des 2 en même temps. C'est pour ça que le Miamo fruit est une merveille pour le cerveau. Le Miamo fruit vous régénère votre cerveau rapidement. Vous vous rendrez compte que vous avez une bien meilleure mémoire, une bien meilleure concentration, une bien meilleure attention. Donc vraiment, une autre dame qui est venue faire un stage d'une semaine avec moi, elle, c'était son problème, c'était qu'elle voulait faire un diplôme d'acupuncture, et elle avait 50 ans, elle, et pour retenir tous les méridiens, c'est très, 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 très compliqué quand on n'a pas une mémoire formidable. Elle me dit, elle pensait que la mémoire se dégradait avec les années. Et après avoir fait le stage, elle est revenue en faire un deuxième, mais elle a fait la méthode à fond. Et
2 ans ou 3 ans plus tard, elle est revenue, elle nous a dit j'ai eu mon diplôme, c'est grâce à la méthode. Elle était super heureuse. Oui, oui. Donc, vous voyez que la mémoire, on peut même avoir eu des problèmes de mémoire pendant beaucoup d'années, mais on a des gens très connus comme le Gaston Bachelard, qui est un grand mathématicien. Il était tellement mauvais à l'école qu'il a quitté l'école au certificat d'études, c'est-à-dire à la fin du primaire, et il a travaillé à la poste. Il a travaillé comme postier. Et puis, voilà, des années plus tard, il avait certainement changé de vie et d'environnement et il mangeait mieux. À 40 ans, il a décidé de passer son bac. Il a eu son bac et c'est devenu un grand mathématicien. Formidable. Ça vous montre bien que la mémoire ne se dégrade pas avec les années. Oui, oui, oui. Alors, et un exemple que je donne souvent, quand on a 20 ans et qu'on perd ses clés, on cherche ses clés et on les trouve. Quand on a 40 ans et qu'on perd ses clés, je commence à vieillir. Oui. Quand on a 60 ans et qu'on perd ses clés, oh là là, je risque de devenir Alzheimer. Oui, oui, il y a des croyances qui se joignent à ça. C'est vrai. Alors, on bombarde son corps, on bombarde son ADN. Voir une autre conférence que Mathilde a provoquée. Eh bien, on le bombarde d'informations négatives, on lui fait du mal. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Tant que vous vous souvenez de votre nom, de votre adresse, etc., les choses les plus élémentaires, eh bien, de quand votre mère est décédée, eh bien, c'est que votre cerveau fonctionne très, très bien. C'est tout. C'est aussi simple que ça. La différence, c'est que quand on est petit, pour retenir, on répète beaucoup de fois. À l'école, qu'est-ce qu'on faisait? On répétait sa leçon jusqu'à ce qu'elle rentre. Mais quand on est plus grand, on oublie de répéter. Moi, par exemple, il y a eu un moment, quand j'avais 45 ans, je perdais mes clés. Je perdais mes clés. Si j'avais eu un téléphone, je perdais le téléphone. J'aurais perdu mes lunettes. Je les perdais tout le temps. Jusqu'au moment où j'ai compris que je faisais rien pour savoir où je les avais posées. Le jour où j'ai compris qu'il suffisait, au moment où je posais mes clés, je pose mes clés sur la table de la salle à manger. J'ai plus jamais perdu mes clés. Oui, oui. Je ne perds ni mon téléphone ni quoi que ce soit. Je perds plus rien. Parce que au moment où je le pose, je me dis dans ma tête, je le pose sur telle table ou sur telle table. C'est tout, hein, c'est aussi simple que ça. Le fait de le faire en conscience et puis ne pas se dire tout de suite « Ah, voilà, je les ai perdus, voilà, je commence à perdre la mémoire, j'ai Alzheimer qui me guette. » Parce que ça, c'est des petites graines en fait qu'on se met en avançant en âge et qui sont complètement délétères alors qu'il y a plus sur rien. C'est tout simplement qu'on n'a pas fait attention, on a mis son... Oui, c'est ça. C'est un truc tout bête. Souvent, c'est l'inattention. Souvent, on confond manque de mémoire avec inattention, c'est vrai. Voilà. Alors là, je ne vous vois pas, vous ne pourrez pas lever la main, donc ça sera difficile de tricher. Mais il y a une chose que j'aime bien faire dans mes conférences, parce que c'est très coquin, vous allez comprendre pourquoi. Je dis à toute la salle, qui a entre 0 et 15 ans? Alors, il arrive qu'il y ait un enfant de moins de 15 ans. Je dis, eh bien, de 0 à 15 ans, on fabrique des millions de neurones. Non, enfin, d'abord, première chose, non, je viens de me tromper, c'est pas grave, on rectifie. Je leur dis, de 0 à 15 ans, on perd la moitié de sa matière grise. Parce qu'on ne peut pas garder toute la matière grise, on en a trop à la naissance. Pour le cas où la naissance serait un peu longue, il risquerait d'abîmer le cerveau, pour qu'il en reste suffisamment. Mais de 0 à 15 ans, on perd la moitié de sa matière grise, parce qu'il y en a trop, on ne pourrait pas câbler tout ça, c'est pas possible. Donc, de 0 à 15 ans, on perd la moitié de sa matière grise, tout en développant son cerveau. D'accord. De 15 ans. Alors, attends. Oui, non, mais en même temps, on développe ses neurones. Oui. En même temps, on développe ses neurones. Donc, de 0 à 15 ans, on perd la moitié de sa matière grise, mais en même temps, on fabrique beaucoup, beaucoup de neurones parce qu'on est dans les apprentissages. Ouais. De 15 ans à 50 ans, de 15 ans à 50 ans, on fabrique des neurones modérément, moins que de 0 à 15 ans. On fabrique des neurones modérément. De 50 ans à 70 ans, on refabrique des neurones avec autant d'intensité que de 0 à 15 ans. Ah,
C'est pour ça qu'énormément de découvertes se font à ces âges-là. Oui. C'est très important ce que je vous dis là. Oui, oui, Alors, oui. quand je dis aux gens de lever la main, quand je dis ceux qui ont de 15 ans à 50 ans, levez la main. Alors, il y en a de 50 ans à 51 ans qui étaient riches, qui lèvent la main pour faire croire qu'ils ont moins de 50 ans. Super content. Alors, je leur dis, on fabrique modérément des neurones. Modérément. Et après, de 50 à 70 ans, alors ceux qui ont triché, ils regrettent. Parce que là, on en fabrique intensivement des neurones. D'accord. Et au-delà de 70 ans, on continue d'en fabriquer modérément comme de 15 à 50 ans, mais jusqu'au bout de bout. Alors du coup, on en fabrique spontanément ou parce que quand même, il y a des petites activités ou des choses à mettre en place pour que ça soit stimulé tout ça? La fabrication des neurones, elle est complètement liée à l'alimentation, à la manière de manger, à la mastication. En mastiquant, notre hippocampe travaille. Quand nous mastiquons du dur, ça fait travailler notre hippocampe qui produit des neurones. Donc la mastication, en croquant des amandes, des noisettes, en mangeant du pain un petit peu dur, etc., on fait travailler l'hippocampe qui fabrique des neurones. Quand on saute le repas de midi, quand on prend un repas le matin, ça peut être à 10h du matin, 11h du matin, peu importe, et qu'on prend son deuxième repas 8 heures plus tard le soir, et qu'on n'a rien mangé, rien, pas un bonbon, rien du tout de toute la journée, mais qu'on a bu qu'un petit peu d'eau de temps en temps par une petite gorgée, eh bien, on fabrique intensivement aussi des neurones, parce que notre cerveau fabrique de la gréline qui nous donne de l'appétit, qui nous donne envie de manger. Pour résister à ça, on boit un petit peu d'eau. Et pour nous rendre plus intelligents pour trouver à manger, il fabrique des nouveaux neurones. D'accord. C'est un truc tout bête. Ça a été étudié formellement en Allemagne et au Canada en 2014. Ok, donc les phases sur des groupes de gens dont on peut mesurer tous les 3 mois les pertes cognitives, c'est-à-dire des gens de 50 à 70 ans. À partir de 50 ans, quand on ne fait rien pour son cerveau, eh bien, on perd en mémoire, en attention et en concentration. C'est mesurable tous les 3 mois. D'accord. Et on a fait l'expérience pendant 3 mois sans changer l'alimentation des gens. Alors, ils pouvaient manger la même quantité d'aliments, mais en 2 fois au lieu de 3 fois. Et ceux qui ont fait ça, leurs capacités cognitives sont montées, alors que ceux qui ne l'ont pas fait, le groupe témoin, elles sont descendues. Vous imaginez l'écart entre les deux? Il y en a qui sont montés, il y en a qui sont descendus. Oui, non, mais c'est hyper énorme. Donc voilà un moyen de développer ces neurones, tout simple, sans changer d'alimentation. Mais si en plus vous faites les Miamo Free, Miamo 5, alors là c'est le Pérou. Là c'est extraordinaire parce que vous donnez une puissance au cerveau extraordinaire, mais vous donnez de la puissance au corps aussi en même temps. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, faire des mots croisés, c'est pas ça qui va vous apporter le plus pour développer vos neurones. Ça n'apporte rien parce que ça vous fait utiliser toujours les mêmes synapses. D'accord. C'est intéressant. Ce qui va vous développer le cerveau, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Il faut que ce soit un effort difficile. D'accord. Il y a eu un reportage sur un professeur de cardiologie japonais qui était haut comme 3 pommes. Il devait faire 40 kilos. À mon avis, je le soulevais d'une main, ce monsieur. Eh bien, ce chirurgien, ce cardiologue exerçait encore à 98 ans. Il dirigeait encore son service de cardiologie et des journalistes allemands, anglais, français, etc. étaient tous allés ensemble l'interviewer pour savoir quel était son secret japonais pour avoir un cerveau en si bon état. Et savez-vous ce qu'a répondu ce chercheur japonais et qui était chercheur en même temps, parce que cardiologue et chercheur? Alors, sachez que ce monsieur, à 80 ans, avait étudié 6 langues. Il avait appris 6 langues pour faire des conférences à l'étranger. D'accord. Ah oui, oui. À partir de 80 ans. Eh bien, ce monsieur, on lui a demandé quel était son secret alimentaire, etc. Il a répondu, il avait un petit air narquois, il était drôle. Et il a dit,
Vous avez entendu parler du régime crétois? Vous avez entendu parler de l'huile? Eh bien, moi, ce petit truc de 40 kilos, là, eh bien, moi, je prends 8, 10, 12 cuillères à soupe d'huile par jour. 8, 10, 12 cuillères à soupe d'huile par jour. Voilà ce qu'il a répondu. Et je suis le régime crétois. Or, le miam aux fruits, le miam aux 5 sont très fidèlement un régime crétois. Vous vous rendez compte? Ce cardiologue japonais, ça m'a fait rire parce que tous ces Européens attendaient des choses japonaises. Ils attendaient tous quelque chose d'asiatique et il les a renvoyés à la Méditerranée. Est-ce que vous vous rendez compte comme c'est drôle? Ah oui. Sachant que même le régime d'Okinawa au Japon s'apparente aussi dans l'alimentation. Il y a quand même, il y avait un petit peu d'huile quand même dans ce qui mettait. Okinawa est mort d'un cancer et pas très vieux. Non, mais oui, bien sûr, mais dans cette région-là. Oui, mais c'est pas meilleur que ce qu'on a en Italie où les gens arrivent à 100 non, c'est pas meilleur. Non, bien sûr. Oui, voilà. Donc, non. Il est plus judicieux quand on est européen de manger européen. Ah oui, non, mais plutôt qu'asiatique, parce qu'on n'a pas les mêmes gènes. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est très important ce que je dis là, parce que trop de gens pensent que si on mange japonais, c'est beaucoup mieux. Mais non, c'est pas vrai. Non, bien sûr. Le régime méditerranéen en France, c'est celui qui est crétois. Enfin, crétois méditerranéen, c'est ici le crétois, bien sûr. Et c'est exactement le miam aux fruits et le miam aux 5. Tout à fait. Donc, vous avez là vraiment des clés extraordinaires. Alors, n'oubliez jamais que votre intelligence, elle varie en permanence avec ce que vous vivez au niveau émotionnel, mais avec ce que vous mangez. Vous pouvez agir sur votre mémoire, sur votre concentration, sur votre attention très facilement en agissant sur ce que vous mangez. Et moi, j'ajoute le bain dérivatif, parce que le bain dérivatif fait quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert en 2014 au Canada. Quand on dort profondément la nuit, dans le sommeil le plus profond, l'IRMF montre qu'on voit le fascia qui est autour des capillaires du cerveau qui nettoie le sang qui circule dans le cerveau. Or, le bain dérivatif fait exactement ça. Bien sûr. Partout. Et rien qu'avec le bain dérivatif, les gens sentent déjà qu'ils ont l'esprit plus clair. Oui. Alors, vous imaginez, avec en plus l'alimentation, c'est fantastique. Jusqu'en 2014, la médecine pensait que le cerveau était le seul organe qui n'avait aucun moyen de nettoyage. Et c'est grâce à cette observation du fascia autour des petits capillaires qu'on s'est aperçu que le fascia nettoie les capillaires du cerveau. C'est génial. Et ça va éviter les caillots. Si vous mangez de façon à faire des grasses brunes, vous allez éviter les caillots dans le cerveau, vous allez éviter les AVC, etc. Alors, une mise en garde du docteur Jean-Marie Bourg, attention aux oméga 3 qu'on avale en capsule et en comprimé. Ne jamais le faire. Dans son livre sur les oméga 3, paru chez Odile Jacob, il écrit ça il y a 15 ans, on va avoir de plus en plus d'AVC, et c'est le cas, parce que trop de gens consomment les oméga 3 en capsule. Et quand on consomme des oméga 3 en capsule, eh bien, c'est exactement comme si une personne qui a soif, au lieu de lui tendre un verre, on lui balance un seau d'eau à la figure. Soit elle ne boit rien et elle n'en profite pas, soit elle se noie. D'accord, et donc ça devient... Nos cellules sont pareilles. Quand on avale des capsules, soit elles reçoivent rien, soit elles se noient. Et quand elles se noient, les tissus deviennent de plus en plus mous, puisque les oméga 3 rendent les tissus plus souples, plus mous, mais quand ils deviennent trop souples, ils éclatent. D'accord. Et voilà comment, par exemple, une dame en Bretagne m'a appelé en me disant: est-ce que le bain dérivatif peut faire éclater les petits vaisseaux sur les cuisses? Alors j'ai dit: ça, c'est impossible, ça ne peut que faire le contraire.
Et je lui dis, mais est-ce que vous prenez des oméga 3 en capsule? Ah ben justement, je voulais vous en parler parce que je suis allée voir un médecin nutritionniste, micronutritionniste, qui m'a donné beaucoup de compléments et qui, plus j'ai des vaisseaux qui éclatent, plus il me donne d'oméga 3. J'ai dit, vous arrêtez ça tout de suite parce que c'est ça qui fait éclater vos vaisseaux. Parce que ça les ramollit tellement qu'ils éclatent. D'accord. Et effectivement, quelques mois plus tard, avec la combinaison de arrêter les oméga 3 en capsule et puis faire le bain dérivatif, les vaisseaux éclatés avaient disparu. Vous voyez? Donc attention, pour le cerveau, on vous recommande ça m'échappe tout d'un coup. C'est un truc super important. Je vais le retrouver parce que... Un aliment? Un micronutriment. Alors le micronutriment qui est vraiment considéré comme le plus indispensable, celui qu'on va vous proposer dès que vous avez le moindre cheveu blanc qui apparaît, vous rentrez dans un magasin bio et on vous dit, à votre âge, madame, il est très très bien de prendre du sélénium parce que pour le cerveau, c'est vraiment extraordinaire. Jean-Marie Bourg, d'ailleurs, dit que ça rend les neurones inoxydables. Mais le même Jean-Marie Bourg, directeur de recherche à l'INSERM, qui a travaillé 30 ans sur le cerveau, écrit que un œuf égale 4 gélules de sélénium. C'est-à-dire la dose qu'on vous demande de prendre pour avoir un cerveau en très bon état. Un œuf égale 4 gélules de sélénium. Vous vous faites un œuf à la coque tous les jours, et avec ça, vous avez un cerveau qui marche super bien. Parce que c'est bourré de vitamines, de sels minéraux et de tout ce qu'on veut, ça contient même du zinc et de tout, c'est extraordinaire. Mais un œuf égale 4 gélules de sélénium. C'est même plus accessible que les noix les noix du Brésil. Mais oui. Réputées pour en contenir, sachant que comme ça dépend aussi du sol et qu'on ne sait pas où elles ont poussé, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais oui, et puis on n'en a pas toujours à disposition. Bien sûr, bien sûr. Les œufs. C'est bien que tu le rappelles parce que les œufs ont tellement été diabolisés avec le cholestérol que c'est bien que tu rappelles. L'œuf est un aliment divin. C'est pour ça que je l'ai mis en tout premier dans mon livre sur cet aliment précieux. Je l'ai mis en tête. Vous avez vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B9, vitamine B12, vitamine D, vitamine E. L'œuf contient du phosphore, du potassium, du calcium, du fer, du zinc, de l'iode, du magnésium, du sélénium. Ben oui, voilà, je vais trouver. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une mine d'or à lui tout seul. Ça va faire un poussin qui va faire un magnifique coq multicolore avec une belle crête. C'est extraordinaire quand même. Oui, et puis toutes les vitamines. Et le cholestérol, l'œuf n'a jamais donné de cholestérol. Dire qu'un œuf pourrait donner du cholestérol, c'est aussi stupide qu'une expérience, que ce que disaient des chercheurs au 19e siècle. Au 19e siècle, c'était très rigolo. Des chercheurs avaient des petits lapins blancs et ils ont voulu voir si en lui donnant que des carottes, en leur donnant que des carottes, ils allaient devenir jaunes. Mais oui, parce que pour eux, c'était logique. Si on ne donnait que des carottes à un lapin, parce qu'un lapin dans la nature, il ne trouve pas souvent des carottes. Il ne trouve pas souvent des carottes, il va trouver les feuilles des carottes, mais il ne va pas manger, il ne va pas déterrer la carotte. Donc, si on donnait que des carottes à des lapins pendant 6 mois, ils devraient devenir jaunes, carottes. Parce que quand un être humain prend du jus de carotte tout le temps, comme ça se fait beaucoup dans les années 70, on donnait des biberons, Gigos faisait des petites bouteilles de jus de carotte sur lesquelles on vissait la tétine et on donnait ça au bébé, qui devenait tout jaune, qui devenait tout doré, enfin, mais un peu jaune. Le problème, c'est que leurs mains devenaient jaunes aussi, ça voulait dire que leur foie était attaqué. Parce que trop de carottes, ça attaque le foie. Voilà. Alors, mais ça, on ne le savait pas à cette époque-là. On l'a découvert à cette occasion. Donc, on a abîmé le foie de plein de bébés comme ça. Ça veut dire qu'on imagine que le truc qui rentre dans le corps, il ne change pas? Il reste identique à eux-mêmes? Il n'y a pas de décomposition? Dire que le cholestérol
de l'œuf, parce que l'œuf, c'est essentiellement du cholestérol. Oui, 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 mais oui. Dire que le cholestérol de l'œuf nous augmente notre cholestérol, ça veut dire que l'œuf n'est pas digéré. Ça veut dire que l'œuf n'a pas été métabolisé, n'a pas été transformé en ces éléments constitutifs pour aller ensuite nous apporter du calcium, du phosphore, etc. Oui, oui, oui. Donc, oui. le cholestérol de l'œuf est totalement dégradé. Il ne peut en aucun cas nous donner du cholestérol. D'ailleurs, dans son livre sur la vérité sur les oméga 3, Jean-Marie Bourg a fait une expérience pendant 3 semaines avec des gens. Il leur a fait manger des œufs dits oméga 3 qui coûtent plus cher, aussi bien dans les magasins bio que dans les autres magasins. Avec des poules élevées aux graines de lin qui sont censées… Alors que ce soit la viande, les œufs, en fait tout ce qu'on voudra, enfin les œufs oméga 3, ils ne vous donnent aucun oméga 3. Parce que les graines de lin, si elles étaient broyées, deviendraient toxiques rapidement. Parce qu'elles sont elles s'oxydent, très vite. Voilà. Donc, on est obligé de donner les graines de lin entières. Les poules, elles avalent les graines de lin. Et elles les sortent. Et ça ressort sous forme de graines de lin. La même chose avec les vaches. Donc, pendant 3 semaines, ils ont donné 5 œufs par jour à un groupe de personnes. Et ils ont mesuré leur taux d'oméga 3. Et le taux d'oméga 3 n'a absolument pas changé. Oui, oui. C'est intéressant parce que c'est vrai que ça peut être un argument marketing qui est mis en avant. Donc, exactement. Alors, la quantité d'oméga 3 dans un œuf, même bio, et un œuf naturel, c'est-à-dire d'une poule qui vit vraiment dans la nature, à qui qu'on ne gave pas de gras, qui mange de tout. Il y a 20 fois plus d'oméga 3 dans l'œuf de la poule qui est dans la nature que dans la poule qui est en élevage avec du grain. Une poule n'est pas faite pour vivre que de grain. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Une poule, elle mange de tout. Elle mange des escargots, des limaces, des mouches, des guêpes, des scolopendres. Une poule est comme nous, elle mange de tout. Oui, oui. Bah, qui a une poule dans son jardin se rend compte qu'elle picore tout, vraiment, tout ce qu'il y a. Des vers de terre, tout ce qu'on veut, tout. Oui. Tout est bon pour une poule. C'est vrai. Comme les humains. Oui, oui, oui. Ben, merci pour ce rappel et puis d'avoir dépoussiéré certaines notions qui nous paraissaient peu évidentes, d'avoir rappelé que tout passe par l'alimentation. Et c'est vrai que je sais que c'est un credo qui est important pour toi, de ne pas dépenser des millions pour se faire du bien et que on a tellement de choses à disposition gratuitement. Ce que tu nous mets en avant avec les biens dérivatifs depuis des années, les miam aux fruits qui sont des choses assez faciles et peu coûteuses à mettre en place. Là, nous mettre en avant, nous redire, parce que c'est vrai que les compléments alimentaires, les oméga 3, c'est vrai que dès qu'on s'intéresse un peu à la micronutrition, c'est souvent quelque chose qui est conseillé très rapidement. Mais voilà ce que tu nous dis. Voilà, ne tombez pas dans ce panneau. Oui, oui. Vous avez dans un œuf l'équivalent de 4 gélules de sélénium. Ne l'oubliez jamais. En plus, oui. Vraiment jamais. Et quand vous faites un miam aux fruits, vous couvrez déjà les 9 dixièmes de vos besoins. Et avec le miam aux 5 en plus, alors là, c'est du 100%. Donc, cette bonne alimentation pour le cerveau. Et puis, alors, mots croisés, on a bien compris que c'est pas forcément là que ça se joue. Mais en tout cas, l'apprentissage. Donc, voilà, en t'écoutant, on continue à apprendre des choses. Et donc, là aussi, en se stimulant, en apprenant des choses, en sortant un peu sa zone de confort, en fait, en sortant un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Là aussi, on va recréer des connexions et ça va nourrir de notre manière le cerveau. Et alors, attention, il n'y a pas que les apprentissages intellectuels. Il y a l'apprentissage du jardinage, il y a l'apprentissage de la cuisine. Tout ça, c'est pareil, ça a le même effet que les apprentissages intellectuels. Parce que ça oblige à retenir. L'apprentissage de la musique, étudier le piano à 80 ans, c'est extraordinaire. Ça va aussi faire travailler les deux cerveaux de façon fantastique. Et donc, toutes les sortes d'apprentissage, on n'est pas obligé de passer par un apprentissage intellectuel du tout. Ça peut être un apprentissage, apprendre la menuiserie, etc. Tout ce qui va être apprentissage et qui va avoir des difficultés à retenir, tout ça va être excellent pour notre cerveau. Donc, ce n'est pas uniquement de l'intellectuel. Ça, c'est très important. Oui, tu faisais bien de le préciser. Je pensais à l'apprentissage au sens large, mais il est vrai que ça aurait pu être mal interprété. Donc, l'apprentissage global.
quelque Voilà. chose de nouveau, mettre en place dans sa vie quelque chose de nouveau, quel Bien qu'il sûr. soit. Donc, formidable. Écoute, France, c'était voilà, formidable de t'écouter. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris des notes, donc voilà, on pourra, je compléterai dans le dossier ce que tu nous as partagé ce soir sur des conseils de lecture, enfin ce soir aujourd'hui, sur des conseils de lecture et puis voilà. Tous les ingrédients à mettre en place. Donc, merci infiniment. Merci infiniment. C'était un plaisir de t'avoir. Et puis, on te retrouve très, très vite pour les questions-réponses, pour aller Et encore pour, un peu plus loin. voilà, et pour moi, ça sera un grand plaisir de répondre à vos questions parce que je pense que vous allez avoir beaucoup de questions. Certainement. Très Et certainement. donc à la semaine prochaine. Hein. À la semaine prochaine. Voilà, Belle semaine à vous, les dynamiqueurs. À très bientôt. à très bientôt.